Il reste des places devant, n'hésitez pas. Merci, bonsoir à tous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc cette soirée est organisée par le Rucher École L'Aube-Brusque d'Olt et du Rune, plus simplement le Rucher École de Banassac en fait. Voilà, donc cette soirée s'inscrit dans le cadre de nos soirées théoriques, thématiques en soirée, avant de vraiment démarrer la saison, c'est-à-dire à partir de maintenant en fait. Voilà, donc depuis 6 ans, on organise une soirée sur le frelon asiatique, plutôt autour de la Canourgue, et cette fois-ci on s'est dit est-ce qu'on ne donnerait pas un peu plus d'ampleur à cette manifestation en essayant d'inviter de manière plus large, c'est-à-dire tout le secteur Lot-Tarn. Donc on a invité 80 élus environ, et puis la population de manière générale, parce que malheureusement le frelon asiatique n'est pas qu'un problème d'apiculteurs. Ça risque aussi de devenir un problème pour différentes économies agricoles, mais aussi d'un problème de santé publique. Alors, depuis déjà plus de 10 ans, le frelon asiatique... Alors, frelon asiatique, il y a des gens qui disent « ouais, c'est un peu stigmatisant », donc on parle de frelon à pattes jaunes. En même temps, il faut bien vous dire que tous les frelons sont originaires d'Asie. Voilà, même le nôtre qu'on a, il est arrivé depuis l'Asie il y a bien longtemps, mais ils sont tous originaires d'Asie. Donc le frelon à pattes jaunes est déjà présent en Lozère depuis plus de 10 ans, et il est arrivé en France il y a environ un peu plus de 20 ans maintenant. Il est vrai que jusqu'à présent, le problème du frelon asiatique ou à pattes jaunes est un problème essentiellement pour les apiculteurs. Et du coup, on a dû se débrouiller un peu comme on pouvait, tout seul, face à ce problème-là. Les pouvoirs publics ont mis énormément de temps, et c'est encore compliqué aujourd'hui de pouvoir compter sur leur soutien. Donc c'est pour ça que ces soirées d'information sont importantes, pour que chacun puisse prendre part à limiter cette invasion. Donc, le Rucher École de Banassac possède depuis 2012 une dizaine de ruches, et on organise ces soirées thématiques en partenariat avec le Rucher École de Marvejols, qui dépend du syndicat d'apiculture de la Lozère. Voilà, donc à partir de maintenant, chacun va partir dans ses propres ruchers pour pouvoir démarrer la saison. Alors, avant de démarrer cette soirée, j'excuse Madame la sénatrice Pantel qui ne pourra pas venir, Monsieur Suot du conseil départemental qui ne peut pas venir. Alors, il est peut-être représenté, mais comme je ne connais pas tout le monde, je ne peux pas vous dire. Et puis, je remercie donc Philippe Clément, le président du GDSA, donc le groupement de défense sanitaire apicole de Lozère, et puis David Blanc, le président du syndicat d'apiculture de la Lozère. Voilà, qui sont présents là ce soir. Et puis, Monsieur et Madame les élus qui avaient fait l'effort de vous déplacer. Alors, cette soirée ne s'adresse pas spécifiquement aux apiculteurs, c'est une soirée pour l'information du grand public. Il y a sans doute beaucoup d'apiculteurs parmi vous, enfin on en connaît certains déjà. Et on va essayer de vous mobiliser ou de vous impliquer dans cette lutte contre le frelon asiatique. Donc par le biais déjà de l'information, mais on va aussi proposer à des volontaires, mais ça on le fera en dernière partie de soirée, enfin à la fin, s'il y a des volontaires parmi vous, pour mettre en place un piégeage, un plan de piégeage avec des pièges qui nous ont été fournis par la société Vetopharma, par l'intermédiaire du groupement de défense sanitaire apicole. C'est un test qui est fait. Donc s'il y a des volontaires parmi vous, apiculteurs ou non, vous pourrez donc participer à raison de 2 pièges. Par contre, on va vous demander un engagement. Un engagement, c'est-à-dire que vous allez avoir un protocole à respecter, avec une restitution des prises, que ce soit des frelons asiatiques ou autres. Donc il y a une petite rigueur à avoir. Et ça se fait sur 6 à 8 semaines. Donc voilà. Si vous vous engagez là-dessus, on va essayer de le faire de manière sérieuse, parce que c'est un retour d'information qui est extrêmement important pour la suite et pour le fabricant, pour éventuellement améliorer son piège. Voilà. Depuis 2004 que le frelon asiatique est en France,
Les apiculteurs se trouvent confrontés à des difficultés, mais cette difficulté de la présence du frelon se rajoute à tout un tas de difficultés de la filière apicole. On a depuis déjà aussi, depuis les années 80, une grosse problématique autour d'un parasite qui est le varroa. Il y a des gros problèmes avec le changement climatique aussi, des mortalités d'abeilles importantes, des problèmes économiques au niveau des importations de miel et de la mévente du miel en France. Voilà, donc il y a beaucoup déjà de problématiques dans la filière apicole et le frelon ne vient que renforcer cette problématique-là. Et nous, en tant que rucher école de Banassac, on a plutôt des apiculteurs amateurs et on a plusieurs membres de notre association qui se sont fait entièrement détruire leurs ruchers. Alors, ce sont des petits ruchers, 4, 5 ruches. Notre trésorière en sera témoin, en fait. Elle a perdu ses 7 ruches en 2022 à cause du frelon asiatique à Banassac. Voilà, donc ça crée quand même une situation un peu délétère et ça crée aussi chez les apiculteurs une espèce de renoncement, en fait. Voilà. Donc il faut bien avoir en tête que le frelon asiatique, il est installé. On ne l'éradiquera pas. Il est présent maintenant. Et il est présent, et il est même tellement présent qu'il est en train d'envahir toute l'Europe. Donc nous, en France, on a été la porte d'entrée du frelon asiatique en 2004. Et c'est un cadeau empoisonné que la France a fait à toute l'Europe. Aujourd'hui, le frelon asiatique est présent dans tous les pays limitrophes de l'Europe. Donc, la filière apicole européenne risque d'en souffrir. Et puis, bien entendu, du fait des échanges internationaux, le frelon asiatique, il est aujourd'hui aux États-Unis, par exemple. Il vient d'arriver en Corse en 2024 aussi. Donc voilà, il continue à poursuivre sa colonisation, alors qu'on nous avait dit que le frelon asiatique, il n'y a qu'une reine qui est arrivée, donc il va très vite y avoir un étranglement génétique, les reines vont se battre entre elles. Tout ça, ça n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, il va bien falloir faire quelque chose. Parce qu'il y a un faux procès qui est fait aux apiculteurs aussi. C'est un procès en disant, oui, mais vous, en piégeant, vous allez atteindre à l'entomofaune, à la diversité des insectes. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention, mais s'il y a un problème avec la disparition des insectes, c'est peut-être pas tout à fait les apiculteurs qu'il va falloir accuser en premier lieu. Il faut qu'on fasse les choses comme il faut. C'est évident qu'on n'a pas à accentuer, nous, les dégâts du frelon par le biais du piégeage. Mais aujourd'hui, face à cette invasion, et on est un peu démunis, il faut bien qu'on se prenne en main et on essaye de faire notre part. Voilà. Donc on va vous parler de tout ça en 3 parties. Une première partie que je vous présenterai autour des généralités sur le frelon asiatique. Ensuite, Tiffaine vous fera une seconde partie sur la dynamique de la colonie et l'évolution d'une colonie sur une année. Parce les frelons ont un cycle annuel. Donc vous allez découvrir ça. Et la troisième partie, c'est Thierry qui s'en chargera, qui lui vous parlera plus des moyens de lutte contre le frelon asiatique, que ce soit dans la protection des ruches, que ce soit sur la destruction des nids, et que ce soit sur le piégeage. Voilà, donc nous l'idée de cette soirée, c'est que vous puissiez repartir chez vous avec quelques infos. Alors on n'est pas professionnel, moi je ne suis pas biologiste, on n'est pas entomologiste, donc on fait un peu avec les moyens qu'on a, on vous restitue des informations. Voilà, donc parlez-en autour de vous. L'idée après, c'est pas que tout le monde se mette à piéger à 50 pièges par personne. Ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Parce que si on piège mal, on créera beaucoup de dégâts. Donc c'est de le faire de manière coordonnée, organisée, pour pouvoir avoir un impact sur la durée. Il faut s'inscrire dans la durée, dans cette optique de piégeage. Voilà. Alors, c'est vrai que le GDSA, depuis 2016, en Lozère, intervient sur la sensibilisation autour du frelon asiatique, notamment auprès de ses membres pour le piégeage de printemps, et aussi participe à la destruction des nids. Donc la destruction de nids, le GDSA est équipé de 6 perches, je crois. 6 perches de destruction réparties sur tout le département. Donc il y a des opérateurs qui sont formés pour détruire ces nids. Mais par contre, la vocation du GDSA, c'est pas de détruire tous les nids de Lozère. C'est vraiment plutôt, dans un premier temps, aider leurs membres, les apiculteurs. Après, on espère que les pouvoirs publics puissent se saisir de ça pour former je ne sais pas, les agents techniques des communes, tout ça, pour éventuellement détruire les nids. Mais il faut bien se dire que la destruction, c'est une partie du problème, de la gestion du problème. Tout miser sur la destruction, on va s'apercevoir que ça va avoir un coût qui est phénoménal pour les collectivités. On le voit dans certains départements qui ont abandonné la destruction des nids parce que ça leur revenait beaucoup trop cher. À raison de 120 à 180 € la destruction d'un nid. Quand vous en avez plusieurs milliers sur un département, c'est vite hors de prix. Voilà. Donc nous, pour essayer de rendre cette prédation du frelon acceptable, entre guillemets, donc que la pression soit moindre, la destruction viendra en complément du piégeage de printemps et nous des protections qu'on peut mettre dans nos ruches.
Voilà, donc ce que je pouvais dire là-dessus. Alors, dernière chose peut-être, avant d'attaquer vraiment le diaporama, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le 6 mars a été voté une loi à l'Assemblée nationale, hein, donc une loi qui fait suite à la proposition de loi du sénateur Massé en 2004, une loi sur visant à endiguer le frelon asiatique, la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole. Mais il y a eu la dissolution, donc ça a traîné, et là, le 6 mars, donc la loi a été adoptée par l'Assemblée nationale à l'unanimité. Alors, dont acte, hein, on espère, on va voir ce que ça peut donner. Pour l'instant, il y a les décrets d'application qui doivent être mis en place. Bon, jusqu'à présent, voilà. Donc on est encore pour l'instant démunis et il va bien falloir se prendre en main. Et aujourd'hui, le beau temps s'installe, l'anticyclone a l'air de vouloir s'installer, donc c'est vraiment le début de la saison pour les apiculteurs, mais ça va être aussi le début de la saison pour les premières reines de frelons qui vont commencer à émerger. Donc ça, voilà, il va falloir dès à présent, dès demain, commencer à piéger le frelon. Ah oui, j'oubliais simplement aussi que la soirée est filmée, donc vous êtes en direct sur KWZ, hein, donc qui est une télé numérique, hein, donc voilà. Donc vous êtes en direct à la télé ce soir. Vous pourrez la revoir même si des fois vous voulez réviser. Hein. Voilà, donc simplement comment reconnaître le frelon asiatique ou le frelon à pattes jaunes, hein. Alors c'est pas très compliqué, c'est assez facile de l'identifier. Ce frelon a plutôt une couleur à dominance noire, hein, donc il s'appelle nigrithorax, le thorax noir. Donc le thorax, c'est la partie où sont attachées les ailes et les pattes, donc qui est plutôt de couleur sombre. Le dessus de la tête est noir, la face est jaune-orangé. Et vous avez un abdomen qui est constitué avec des segments bruns et un petit liseré jaune, sauf le 4e segment abdominal qui est entièrement orangé. Et une autre caractéristique, c'est son nom également plus commun, frelon à pattes jaunes, c'est qu'il a le bout des pattes qui est entièrement jaune. On peut difficilement le mélanger avec son cousin européen, le Vespra crabro, qui lui est plutôt à dominance orange. Et contrairement aux idées reçues, le frelon asiatique est plus petit que le frelon européen. Voilà. Donc pas besoin de rentrer plus dans le détail en termes d'anatomie, retenez simplement ces éléments de base. Alors ces frelons, comme les abeilles, comme les guêpes, ce sont des hyménoptères et ce sont des insectes que l'on dit eusociaux, qui vivent en colonies, qui sont relativement élaborés, avec tout un système de communication. Hein, et ces insectes eusociaux sont extrêmement efficaces pour s'adapter à leur environnement. Donc vous allez avoir des colonies annuelles chez les frelons, qui vont se développer à partir de maintenant jusqu'au mois de novembre, et vous allez avoir à l'intérieur de ces colonies 3 castes qui vont être présentes. Donc la reine, c'est la fondatrice qui va émerger là dans les jours qui viennent et qui va créer la colonie, elle est seule à créer la colonie. Ensuite vont apparaître les premières femelles stériles, qui sont les ouvrières, qui vont prendre en charge tout le quotidien du nid, c'est-à-dire la construction, l'élevage des larves, ça va être les activités de fourragement, c'est-à-dire aller chercher la nourriture, la défense du nid, voilà. Et vous allez avoir en 3e partie de saison, et ça Tiffaine vous en parlera davantage, l'apparition des individus sexués, hein, c'est-à-dire ceux qui vont se reproduire. Donc vous avez chez ces insectes-là eusociaux un comportement altruiste, c'est-à-dire que l'ensemble de la colonie va s'activer pour qu'un seul individu puisse se reproduire. Donc tous les individus de la colonie vont se mettre en route pour pouvoir faire en sorte que les gènes soient transmis par l'intermédiaire de la reine. Vous allez avoir ensuite une spécialisation au niveau des tâches aussi, un peu comme les abeilles, hein, en fonction de l'âge, en fonction du nombre de larves et tout ça à l'intérieur du nid, on vous en reparlera après. Et puis vous allez avoir aussi une succession de générations, hein, donc c'est-à-dire que les grandes sœurs vont s'occuper des jeunes larves et ainsi de suite, jusqu'à la disparition complète du nid en fin d'automne. Alors, ce frelon, si on le compare à d'autres insectes, notamment, vous avez en bas toute une ligne d'hyménoptères, hein, qui sont des cousins éloignés, on va dire. Alors cette photo n'est pas très juste parce que le frelon asiatique paraît plus gros que le frelon européen, hein, c'est l'inverse en fait. Hein. Voilà. Donc en termes de taille, on fera la comparaison juste après, hein, donc le frelon asiatique est bien plus petit. Donc vous avez différents hyménoptères, donc le frelon asiatique fait partie de la famille, de l'ordre des Vespa, donc comme la guêpe, hein, donc ce n'est ni plus ni moins qu'une grosse guêpe, le frelon. Et le bourdon, les abeilles, les fourmis sont des cousins éloignés de ces frelons. Alors, parfois, des confusions existent avec certains autres insectes qui sont un peu plus rares à observer, comme la grande scolie à front jaune que vous avez là-bas, ou le sirex géant, qui ressemblent plus à d'autres types de frelons qui ne sont pas encore en France. Hein, mais ce sont des insectes de grande taille qui font environ 4 cm.
Et puis vous avez peut-être déjà vu en ce moment l'abeille charpentière, elle est déjà de sortie en fait, hein, elle est en train de butiner. Donc elle est entièrement noire, c'est une abeille, ce n'est pas un frelon, hein, ce n'est pas un vespide. Donc soyez attentifs quand vous observez, parfois on croit voir des frelons alors que ça peut être éventuellement une abeille charpentière qui tourne. Donc l'abeille charpentière, elle est vraiment à préserver et elle est entièrement noire. Voilà, donc si on met côte à côte le Vespa crabro, qui est le Vespa, on va dire endémique, dit européen, celui-ci est un peu plus grand en taille que le frelon européen à droite. Hein. Donc on parle de 18 à 24 mm pour une ouvrière, donc c'est-à-dire les individus que vous allez voir, vous, en train d'évoluer, de butiner ou de chasser, alors que le Vespa velutina, lui, est un peu plus petit. Il fait de 17 à 22, voire un peu plus de millimètres. Et au cours de la saison, vous allez avoir des tailles d'individus qui vont varier en fonction des ressources alimentaires. En début de saison, on a des ouvrières frelons qui sont de toute petite taille. Hein, et l'année dernière aussi, on voyait beaucoup de frelons de petite taille, vu que la saison a été difficile aussi pour eux, ce qui pose des problèmes parce qu'ils peuvent rentrer dans les ruches quand ils sont de petite taille. Mais la taille peut varier en fonction de la ressource alimentaire. Voilà. Quelle autre différence on peut faire? Les nids sont différents. Donc les deux construisent des nids en papier. Donc ils vont chercher du bois pourri qu'ils vont malaxer avec leurs mandibules, humidifier avec de la salive pour construire ces nids qui sont assez géniaux, hein, en termes d'architecture. Alors la différence principale, c'est que pour le frelon asiatique, le trou d'entrée est toujours sur un côté du nid. Alors que chez le frelon européen, le trou d'entrée est toujours dessous le nid. Autre différence notable, c'est qu'un frelon européen construit quasiment toujours son nid à l'abri, c'est-à-dire dans un trou d'arbre, dans une souche, dans un mur, sous un toit, hein, donc à l'abri des intempéries. Alors qu'on verra que le frelon asiatique, lui, peut construire ses nids majoritairement en extérieur. Donc une structure du nid qui est différente. Et puis la forme, ça va dépendre où se trouve le nid, mais le nid du frelon asiatique est beaucoup plus rond, ou en forme de goutte d'eau quand il est à l'extérieur, alors que le nid du frelon européen a plus une forme ovoïde conique. Alors par contre, le nombre d'individus qui peuplent un nid varie entre les deux. C'est-à-dire que chez le frelon asiatique, il y a beaucoup plus d'individus qui peuplent un nid. Il y a environ 5 fois plus de frelons dans un nid asiatique que dans un nid de frelon européen. Le développement du nid du frelon européen est plus court, c'est environ 6 mois, et vous avez environ 500 frelons maximum qui peuvent habiter dans le nid. Alors que dans un nid de frelon asiatique, vous pouvez avoir de 1000 à 2000 individus par nid. Alors d'où il vient ce frelon? Alors on parle de frelon asiatique, c'est aujourd'hui relativement bien documenté. Donc l'arrivée notée en Europe, donc en France, c'est en 2004 hein, que la première colonie, la première reine est arrivée. Alors elle est arrivée comment? Eh ben, elle n'est pas arrivée par ses propres moyens en fait. Hein. Elle est arrivée par le commerce international. Elle est arrivée a priori dans un lot de poterie chinoise hein, de la région de Shanghai. Cette reine qui était fécondée était à l'abri d'une poterie pour hiverner. Cette poterie a été exportée sur un bateau dans un container, certainement. Elle a tout à fait survécu à ce voyage-là. Et une fois arrivée en France, elle a trouvé les conditions au printemps optimum pour se réveiller et pouvoir créer sa colonie. On parle d'une seule reine qui serait arrivée dans le Lot-et-Garonne en 2004. Une seule reine, et aujourd'hui, l'ensemble de l'Europe est en cours d'invasion. Donc, c'est une espèce extrêmement invasive et très efficace dans son invasion. Alors, le frelon européen, lui, est originaire d'Asie aussi, mais il est venu grâce à l'évolution. Donc là, on est dans le temps géologique, sur la durée. Il y a plusieurs millions d'années qu'il est arrivé en Europe. Hein. Et par exemple, le frelon européen est une espèce invasive en Amérique actuellement. Hein, il est arrivé au 19e siècle par le biais des exportations aussi, et c'est considéré comme une espèce invasive en Amérique. Alors que chez nous, il est adapté depuis plusieurs milliers d'années dans notre territoire. Et on a un autre frelon qui est présent depuis plus longtemps également sur ce secteur sud-est de l'Europe, donc plutôt le pourtour méditerranéen, c'est le Vespa orientalis. Et là, on en a entendu parler depuis 2021 parce qu'il est arrivé en France, notamment sur la Côte d'Azur, de Marseille à Nice, là sur ces secteurs. Il y a plusieurs nids qui ont été détruits, plusieurs individus qui ont été identifiés. Donc aujourd'hui, ce frelon-là est pourtant pour l'instant cantonné au pourtour méditerranéen. Jusque quand? On va voir quelles sont les conditions qui sont favorables à son invasion. Voilà, donc là vous avez une carte active qui vous marque le point d'arrivée en 2004, le point rouge dans le Lot-et-Garonne. Et vous voyez qu'au fil des années, la progression de l'invasion du frelon asiatique est extrêmement rapide. On parle d'une propagation de 80 à 100 km par an. On est sur un territoire qui lui correspond tout à fait. Et la carte s'arrête en 2023.
Là, si on arrive en 2024, on peut rajouter la Corse, par exemple. L'été dernier, il y a plusieurs, notamment mais par le biais des bateaux, parce que naturellement, le frelon asiatique, n'importe quel frelon, ne peut pas aller jusqu'en Corse en volant, par ses propres moyens. L'Angleterre, c'est pareil. Il n'a pas pu la coloniser par ses propres moyens. Donc c'est vraiment les navires et les bateaux qui ont permis d'importer ce frelon. Alors, un seul frelon, une seule reine fécondée qui est arrivée en 2004. Vous voyez ce que ça donne en 2023. La France a été entièrement colonisée en 2018. Voilà, donc c'est extrêmement rapide. Le problème, c'est qu'il y a d'autres frelons qui existent aussi et qui vont pouvoir arriver. Ça, on en reparlera juste après. Mais ce frelon-là, il est aussi présent dans d'autres pays d'Asie. Naturellement, il est présent plutôt dans l'Asie du Sud-Est. Et il a colonisé la Corée en 2003, le Japon en 2012, et puis les États-Unis en 2024. Donc, voilà, c'est une espèce qui est disséminée dans le monde entier du fait de nos échanges internationaux. Alors, du coup, côté réglementation, parce que du fait de cette invasion donc, en 2004, les pouvoirs publics ont réagi, mais extrêmement lentement. Il a fallu au moins 7 ans avant qu'il y ait une prise de conscience de l'impact de cet invasif. Donc, en 2012, le frelon a été classé en danger de 2e catégorie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pouvoirs publics ne sont pas tenus d'intervenir pour réguler sa présence. Donc, en gros, débrouillez-vous, quoi. Voilà. Donc, c'est ça que ça veut dire. 2e catégorie, elle a été supprimée en France en 2023. Ils l'ont enlevée de 2e catégorie même. Mais avec la nouvelle loi, il a été de nouveau inscrit comme danger de 2e catégorie. Nous, apiculteurs, on aimerait qu'il soit de 1re catégorie. Ça veut dire que là, il y a obligation des services de l'État d'intervenir pour sa régulation et sa destruction. Mais ils ne le feront pas, parce que ça va leur coûter trop cher. C'est beaucoup trop tard maintenant. Donc, il va bien falloir faire avec. Simplement une petite aparté sur la dérogation sur l'utilisation du soufre pour la destruction des nids. Il y a eu une année en 2013 où il y a eu une autorisation d'utiliser le soufre. C'est un produit extrêmement efficace, c'est un biocide et qui ne laisse pas de résidus dans l'environnement. Et en Lozère, on utilise toujours ce procédé-là pour détruire les nids. Même si ce n'est pas autorisé, on fait comme on peut et ça évite de contaminer l'environnement. C'est plutôt un problème vis-à-vis de l'opérateur, il faut être extrêmement prudent, mais on ne laisse pas de traces dans l'environnement. Ça, Thierry vous en reparlera tout à l'heure. Donc, en juillet 2016, l'Europe classe le frelon asiatique comme espèce exotique envahissante, du fait de son extension en dehors des frontières de la France. Alors là, il y a un truc en rouge qui apparaît pas. Bon, bref, je ne sais pas pourquoi. Bon, je ne suis pas très doué en informatique, mais voilà. Donc, la communauté européenne a classé le frelon comme espèce asiatique réglementée. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de posséder des frelons asiatiques au cas où. Je vous le dis. Donc, il est interdit de détenir, d'échanger ou de vendre du frelon asiatique. Alors je dis ça un peu sous le ton de l'humour, mais il y a certains scientifiques, notamment, bon, je ne vais pas les citer, mais de l'INRA, du CNRS de Tours, qui nous disent mais c'est un excellent débouché économique l'élevage du frelon, parce qu'en Asie, ils font des alcools avec les larves, il y a un commerce autour des larves, tout ça. Bon, on n'en est pas encore culturellement à ça en France, mais sachez bien qu'il est interdit de détenir des frelons asiatiques, sauf pour des histoires de recherche, des recherches. Voilà, donc ça c'est ensuite, en avril 2024, donc la proposition de loi qui a été faite au Sénat, et en mars 2025 qui a été adoptée, j'y reviens pas, à l'Assemblée nationale. Voilà donc ce qui est le cadre réglementaire. Donc en gros, pour l'instant, pas grand-chose. Vas-y. Donc c'est une espèce invasive qui est très efficace. Donc une espèce invasive, c'est relativement simple, c'est-à-dire que c'est une espèce qui se trouve en dehors de son aire d'origine, qui a été transportée en dehors de son aire d'origine, et qui crée des conséquences dans le nouvel environnement dans lequel il est accueilli. Alors il y a des tas d'espèces qui sont arrivées accidentellement, mais qui n'ont pas réussi à s'adapter aux conditions locales en France. Par contre, le frelon asiatique, lui, il s'est extrêmement bien adapté. Alors pourquoi il s'est bien adapté? Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a le fait qu'il arrive dans un milieu, en France, où il n'a pas de prédateurs, ou très peu de prédateurs. Il y a quelques oiseaux, qui peuvent éventuellement le boulotter, mais il n'a pas de concurrence. Parce que dans son bastion d'origine du sud-est asiatique, il y a plusieurs dizaines d'espèces de frelons. Enfin, il y en a 22. Mais ils cohabitent avec 5-6 espèces en fonction des pays. Et ces frelons, entre eux, vont pouvoir éventuellement se battre, voire se manger les uns les autres. Mais ici, en Europe, à part le frelon européen, qui peut se battre avec le frelon asiatique, ça s'observe, mais ça a très peu de conséquences. Donc il n'a quasiment aucun prédateur. Il est extrêmement efficace dans ses modes de reproduction et dans son cycle de vie. On a parlé de l'eusocialité tout à l'heure, donc c'est vraiment une spécificité qui l'aide à conquérir ces nouveaux territoires. Et puis, il arrive dans des milieux qui sont aussi les nôtres, tels qu'on les connaît, qui sont plus ou moins dégradés,
On observe depuis quelques années, ça vous l'avez déjà entendu aussi, hein, qu'on parle d'entre 50 et 75% de l'entomofaune des insectes qui ont disparu, qui disparaissent en France. Donc forcément, quand un super prédateur arrive dans un environnement qui est déjà délétère, son impact sur la biodiversité va être redoutable. Et puis, il arrive face à une activité économique qui est l'apiculture, qui n'a jamais vécu avec la prédation du frelon. Et je veux autant vous dire, quand des frelons asiatiques trouvent des ruches en fin de saison, c'est open bar. Hein. C'est-à-dire que voilà, pour eux, c'est tout à fait c'est fabuleux pour eux parce que nos abeilles à nous ne sont pas adaptées et habituées à sa présence, donc sont démunies pour se préserver de sa prédation. Donc c'est extrêmement compliqué. Et puis l'Europe occidentale est favorable dans le sens où on a des grands corridors d'expansion de l'espèce. Il y a beaucoup de fleuves, il y a des autoroutes, il ne faut pas se leurrer, hein, les autoroutes, les rivières sont des voies d'accès faciles pour le frelon. Le Lot en est un bon exemple, hein. C'est-à-dire que par exemple, nous à la Canourgue, on a beau piéger, tous les ans on retrouve des quantités de nids importants, simplement parce que tous les ans il y a des frelons, des rennes qui ont passé l'hiver un peu plus en aval du Lot, qui remontent, qui se dispersent, et ça devient compliqué. Donc c'est un vrai corridor de développement. Je pense que Chanac est pas mal aussi donc, pour le coup, hein, parce qu'il y a le Lot qui passe, donc c'est plutôt favorable à son expansion, ces zones de dispersion. Et puis, voilà, on a des milieux qui sont fortement transformés par l'homme. Et bien entendu, il ne faut pas oublier que le frelon asiatique est également problématique dans les milieux urbains et périurbains. Parce que dans les milieux urbains et périurbains, il a encore moins de concurrence. Donc il est quasi tout seul et il trouve énormément d'endroits pour s'abriter, notamment les nids primaires en début de saison. Donc on n'y pense pas, mais la quantité de nids dans les agglomérations ou autour des villes, ils sont extrêmement importants. Voilà, en plein Paris, on trouve des nids de frelons asiatiques. Hein. Ça, moi, j'en ai vu, hein, au musée Carnavalet, par exemple, dans la cour, en plein marais, tout en haut d'un grand arbre, il y a des nids de frelons asiatiques. Il n'y a pas de souci, hein, et ils s'en sortent très bien. Et puis, vous avez donc quelques exemples d'invasions récentes sur l'invasion de cette espèce. On peut passer. Mais malheureusement, le frelon à pattes jaunes n'est pas le seul. Donc on a parlé tout à l'heure de Vespa orientalis, en haut à droite, donc plutôt entièrement roux avec 2 segments jaunes sur l'abdomen, hein, donc assez facilement reconnaissable, de la taille à peu près de Vespa velutina. Bon, pour l'instant, il est vraiment cantonné au pourtour méditerranéen, on va voir dans les années à venir. Par contre, il y a une espèce qui risque d'être extrêmement problématique et qui a été vue et détectée en Espagne, donc c'est pas loin l'Espagne, hein, donc en 2023, c'est dans les Asturies. Les Asturies, ce n'est pas l'Espagne continentale aride, hein, c'est plutôt le nord-ouest de l'Espagne, plutôt océanique, donc avec un climat qui se rapproche de celui qu'on peut avoir en France, et c'est celui qui est en haut, en gauche, et on parle du frelon géant du sud. Alors là, on ne joue plus dans la même catégorie, hein. Ce n'est pas un insecte qui fait 2 cm, il en fait le double, il fait environ 4 cm. Donc ça, ce sont des frelons extrêmement efficaces dans leur chasse, ils chassent en groupe, hein, et il a été retrouvé des ouvrières. Ça veut dire qu'il y avait des reines qui ont pondu ces ouvrières. Donc, ils en ont détruit, ils ont capturé certains individus. Est-ce que cette espèce a été éradiquée en Espagne? Ce n'est pas du tout sûr. Donc, peut-être que dans quelques années, malheureusement, ce frelon va arriver à passer la frontière et coloniser la France. Donc là, si on ne se bouge pas les fesses, ça risque d'être un vrai problème. Voilà. Et puis, il y a une autre espèce de frelon qui est la plus petite, hein, qui est le Vespa bicolore, en bas à gauche, qui est plutôt cantonné à l'Andalousie, qui fait des tout petits nids de 30 cm de diamètre, qui n'a pas l'air de poser trop de problèmes. C'est plutôt un problème après sur les cultures fruitières dans ces secteurs. Bon, il est plutôt cantonné au secteur chaud du sud de l'Espagne. Mais en haut à gauche, c'est vraiment un vrai problème qui risque d'arriver. Et puis, pour finir, hein, le plus gros frelon du monde, qui est le frelon mandarinia. Alors lui, les ouvrières peuvent atteindre jusqu'à 5 cm de long. Hein, donc c'est pareil, c'est une machine à tuer. Lui, c'est le frelon géant du nord, c'est-à-dire qu'il est plutôt dans l'Asie du sud-est, mais au nord de cette zone, c'est-à-dire qu'il se rapproche des climats tempérés. Donc c'est un frelon qui serait extrêmement bien adapté, sans doute, à nos climats. C'est un frelon qui a été découvert en 2019 au nord-ouest des États-Unis et en Colombie-Britannique au Canada. Donc là, les autorités américaines se sont vraiment bougées pour essayer d'éradiquer. Donc plusieurs nids ont été tués. Il y a eu du piégeage. On estime que l'espèce a été éradiquée au nord-ouest des États-Unis, mais sans certitude. Mais c'est tout à fait un frelon qui peut arriver en Europe accidentellement, par le biais toujours du même vecteur, du commerce international. Voilà, c'est pas pour vous faire peur, mais il faut se prémunir de ça
Et voilà, donc il faut être prêt. Et c'est pour ça que les fabricants de pièges font des pièges aujourd'hui avec des trous d'entrée de différentes tailles. Et ils ont déjà anticipé sur le fait que les frelons géants puissent arriver. Donc il y a des trous d'entrée qui sont beaucoup plus gros pour piéger éventuellement ces fameux frelons géants. Voilà, donc ce que je pouvais dire en termes d'introduction. Là, je vais laisser la parole à Tiffaine qui va nous faire un petit topo sur le cycle de ce frelon asiatique, du début du nid à sa fin. Alors donc, je vais vous parler de la biologie et du cycle. Vous m'entendez ? Donc, moi, je vais vous parler de la biologie et du cycle de vie du frelon à pattes jaunes, car comprendre en fait sa dynamique au cours de l'année va nous aider à comprendre quand piéger, comment et pourquoi il faut piéger. Donc, alors tout d'abord, le frelon à pattes jaunes a un cycle qui va être annuel. Contrairement à nos abeilles, les Apis mellifera, qui vont avoir un cycle pluriannuel. Donc dans un cycle annuel, en fait, l'hiver, il n'y aura plus d'individus dans les colonies et seules les fondatrices vont aller hiverner pour, au printemps suivant, réélever une nouvelle colonie. Donc, au printemps, les reines, donc les fondatrices, vont créer un nouveau nid. Elles vont pondre quelques œufs, élever les larves, et quelques jours plus tard, il va y avoir des ouvrières qui vont émerger. Donc, ça met 30 à 45 jours en fonction de la météo. Et quand les ouvrières adultes seront présentes, elles vont pouvoir prendre progressivement en fait, le relais sur l'élevage, la protection du nid. Et donc la reine va consacrer progressivement sa vie à la ponte. Donc au tout début du printemps, donc les gynes, donc c'est les femelles qui ont été les femelles sexuées qui ont été fécondées, elles vont donc émerger. Et elles vont construire seules un nid primaire. Donc le nid primaire, ça va être le nid de fondation. Elles vont elles-mêmes aller chercher donc, les matériaux nécessaires à la construction du nid. Donc Damien vous l'a dit tout à l'heure, donc ce nid, elles vont le faire elles vont aller chercher en fait des fibres de bois qu'elles vont malaxer qu'elles vont mélanger en fait avec leur salive, et c'est ça qui va venir faire le matériau de construction. Donc le premier choix pour construire le nid primaire, ça va être généralement pour les fondatrices de trouver un lieu à l'abri des intempéries et aussi à l'abri des prédateurs. Ce sera généralement donc dans les abris, enfin dans les garages, les abris vélos, des fois les compteurs EDF qu'on pourra retrouver ces petits nids primaires. Durant cette construction du nid primaire, tout va dépendre, en fait la survie de la colonie va dépendre de la fondatrice, car elle devra s'occuper d'aller chercher les matériaux, de protéger son nid, d'assurer aussi la bonne température, une bonne régularité thermique du nid, et d'aller chercher de la nourriture. Et au fur et à mesure que vont naître les premières ouvrières, donc il va y avoir une augmentation du nombre d'individus qui vont prendre le relais. La fondatrice va plus pondre et donc le nid va prendre de l'ampleur. Donc, généralement, le frelon à pattes jaunes va construire un nid secondaire. Donc, soit que ce sera juste l'expansion du nid primaire. Si le frelon à pattes jaunes a assez de place, ça pourrait être juste son extension, ou il déménagera et ira trouver un endroit propice pour construire un nouveau nid et élever et faire un élevage dans lequel il va y avoir notamment l'élevage des futures fondatrices et des mâles. Donc les nids secondaires vont généralement être en... Tu peux remettre la diapo précédente. Donc ça va généralement être en hauteur, mais pas seulement. Il n'est pas rare de trouver des nids secondaires, soit dans les haies, ou soit même à même le sol. Ce qui là représente quand même un risque pour l'homme, notamment pour les randonneurs ou pour les personnes qui pourraient faire de l'entretien d'espaces verts. Donc on voit aussi sur la photo en arrière-plan qui
là, il y a 3 nids de frelons qui sont côte à côte, et donc ils ne sont pas dérangés non plus par la densité de nids. Donc 70% des nids secondaires vont être à plus de 10 mètres de haut, et ils vont mesurer 70 à 80 cm de diamètre, pouvant aller jusqu'à 1 mètre de haut. Donc, donc ce sont des nids qui vont être vraiment très conséquents, très grands. Cependant, quand les nids seront à ce stade-là, on sera en plein été, été et fin été, et il y aura encore les feuilles sur les arbres, ce qui les rend assez invisibles. C'est que quand il y aura les feuilles qui vont tomber, donc à l'hiver, qu'on pourra repérer ces nids secondaires, mais il sera généralement trop tard. Donc comment se structure un nid ? Donc un nid, la structure supérieure, elle va être assez dense, car c'est là que tout va se fixer. En fait, ça assure la bonne accroche à la branche. Donc en termes de couverture, il va y avoir plusieurs couches qu'on appelle le manteau pour assurer une bonne isolation face aux intempéries et pour maintenir aussi une bonne température. Donc les trous d'entrée sont situés sur le côté. Et donc il va à l'intérieur de ce nid avoir plusieurs galettes qui vont être des galettes horizontales dans lesquelles il va y avoir les alvéoles qui vont être tournées vers le bas. Donc ce qui constitue environ 6 000 à 12 000 cellules. Donc sur un cycle, il va y avoir environ 15 000 frelons qui vont être pondus, sachant que simultanément dans la ruche, il y a 1 000 à 2 000 individus. Donc dans ce nid secondaire, donc ça va être en fait c'est dans ce nid secondaire que vont être élevés les individus reproducteurs, donc les mâles et les fondatrices. Et c'est à l'automne, donc entre octobre et novembre, que les gynes, donc les gynes c'est les femelles reproductrices, vont quitter le nid et aller faire leur vol de reproduction. Et donc un nid sur un cycle, ça représente environ 500 reines qui vont sortir du nid et qui vont passer l'hiver et réémerger au printemps d'après. Donc c'est quand même un nombre assez conséquent, et c'est aussi ce qui... cette capacité de reproduction, c'est aussi un facteur du côté envahissant du frelon en fait, asiatique. Il y a son adaptabilité, mais aussi sa capacité de reproduction. Donc, de quoi se nourrit le frelon ? Donc, le frelon va avoir 2 sources de nourriture. Il va y avoir le sucre et les protéines. Donc, le sucre, le frelon à pattes jaunes va le trouver dans les ressources de nectar abondants. Donc là, on voit un frelon à pattes jaunes sur le lierre. Il va y avoir les ressources sucrées faciles, donc les fruits mûrs qu'ils vont trouver dans les vergers, sur les vignes, et aussi dans le jabot des abeilles. L'apport protéiné, ça va être essentiellement sur les insectes. Alors, ils vont préférer chez les insectes le thorax, car en fait, le thorax comprend les muscles alaires, et ces muscles alaires sont très protéinés, et c'est une ressource pour eux qui va être très intéressante. Donc, quand ils vont attraper une abeille ou un autre hyménoptère, ils vont les disséquer la tête et l'abdomen pour faire une boulette de viande qu'ils vont ramener au nid. Alors il faut savoir que le frelon adulte ne peut pas consommer directement ces boulettes de protéines. En fait, physiologiquement, entre le thorax et l'abdomen, il y a un petit pédoncule, comme un petit tuyau en fait, qui évite l'ingestion directe de ces boulettes protéinées. En fait, ces boulettes, il va donc les redistribuer aux larves qui ont un besoin protéiné. Et en les assimilant, les larves, elles vont sécréter un suc nutritif qui va être très riche, et ces ouvriers, et en fait, les frelons adultes vont venir se nourrir directement sur ces larves. En fait, il va y avoir vraiment une interdépendance entre l'apport protéiné et les ouvrières. Donc le régime alimentaire du frelon, et c'est là où il s'adapte à son territoire, son régime alimentaire va varier en fonction de sa zone de prédation. Donc le frelon à pattes jaunes, sa zone de prédation, c'est environ 800 mètres à partir du nid. Il pourra aller plus loin si besoin.
Donc sur les camemberts, on voit que sur les aires artificialisées, sa principale source de nourriture, quand il revient au nid avec ses boulettes de viande, ça va être 66% d'abeilles. Et après, ça va se partager entre les diptères, donc les diptères, ce sont les mouches, et le reste d'hyménoptères et de guêpes. Et on voit que dans les aires agricoles et forestières, ça se répartit en tiers, donc un tiers d'abeilles, un tiers de diptères et un autre tiers des autres hyménoptères et guêpes. Et pareil pour les aires forestières. Donc sur un cycle, le frelon à pattes jaunes va consommer 11 à 22 kg d'insectes. Donc donc c'est assez conséquent. Il y a une étude dans la Manche. En 2022, ils ont dénombré 9000 nids. Et donc par multiplication, ça donnait 102 tonnes d'insectes consommés sur la présence du département, ce qui est assez conséquent. Donc ces études donc, qui ont été faites, en fait, les scientifiques sont venus chercher les gènes en fait, c'est une recherche génétique que les scientifiques ont fait pour faire cette répartition-là. Et ça nous montre que l'abeille n'est pas la seule victime collatérale du frelon asiatique et que toute l'entomofaune, donc tous les insectes qui vivent sur notre territoire font également partie des victimes collatérales du frelon à pattes jaunes. Donc, les besoins alimentaires de la colonie vont se répartir au cours du cycle de vie du frelon. Donc, au début, il va y avoir la fondatrice qui va sortir d'hibernation, qui va émerger, va être un petit peu à bout d'énergie et pour se reconstituer en fait son énergie, elle va aller chercher des calories dans le sucre. Donc elle va avoir tendance à plutôt aller chercher des appâts sucrés. Et on voit sur ce schéma, donc c'est la répartition des castes. Et plus il va y avoir un élevage de couvains, plus il va y avoir besoin d'un apport protéiné. Et donc cet apport protéiné qui a lieu du coup, cet apport protéiné, en fait, l'élevage de couvains, ça va être essentiellement, du coup, vers septembre, vraiment à la fin de l'été, début automne. Et c'est là où on va avoir beaucoup de prédation, notamment sur les ruches et sur toute l'entomofaune, car il va falloir nourrir énormément de larves. Et à la fin de l'année, les futures fondatrices qui vont aller nicher pour se constituer des corps gras et passer l'hiver vont avoir besoin d'un apport sucré. Donc elles vont aller demander aux ouvrières de leur apporter du sucre. Du coup, donc sur le cycle du frelon asiatique, en fait, on peut voir que le nid... Au début de la saison, la fondatrice est seule à construire son nid primaire. C'est elle, toute seule, qui va construire son nid, qui va aller chercher la nourriture, nourrir les larves. Et si la fondatrice n'est pas là, il n'y aura pas d'évolution du nid et le nid disparaîtra. Et c'est pour ça qu'on parle que le piégeage de printemps va être, une période pour piéger qui va être très importante et très efficace car ça évitera en fait l'élevage des nouvelles reines après au printemps. Et donc c'est vraiment quand les nids secondaires seront en pleine expansion qu'on va trouver une pression sur l'entomofaune et en arboriculture. Donc les conséquences du frelon à pattes jaunes, donc ça, il y a des conséquences en apiculture, mais pas que. Donc les conséquences en apiculture, c'est que le frelon asiatique va créer un stress et un affaiblissement de la colonie. Or, en effet, quand le frelon à pattes jaunes vient prélever des individus, il peut prélever et affaiblir au niveau quantitatif la ruche, mais il va aussi empêcher les abeilles de sortir. Quand les frelons qui chassent par un vol stationnaire vont décourager les abeilles à sortir et aller s'approvisionner. Or, en automne, donc c'est le moment où on va trouver les frelons à pattes jaunes sur les ruches,
en automne, ça va être à ce moment-là où les abeilles vont se constituer leurs réserves d'hiver. Si elles ne sortent pas, elles n'auront peut-être pas les réserves pour passer l'hiver et ça peut avoir des conséquences pour la suite de la saison. Il faut savoir que si 6 frelons asiatiques postés devant une ruche, ça diminue les capacités d'affouragement des abeilles de 50% et 12 frelons asiatiques postés devant une ruche, c'est un arrêt total d'activité. Et autre le problème donc, de recherche d'affouragement, la présence du frelon à pattes jaunes va créer un stress oxydatif aux abeilles, c'est-à-dire que ça va les paniquer et elles vont avoir une durée de vie qui va être affaiblie. Or, les abeilles qu'on trouve à l'automne, c'est celles qui vont redémarrer la colonie au printemps. Donc, il peut y avoir des conséquences aussi indirectes sur la fragilisation de l'état de santé des abeilles à l'automne. Du coup, donc, on a vu aussi qu'il y avait toute la biodiversité qui était menacée, car le frelon à pattes jaunes ne va pas aller chasser et faire pression que sur les abeilles. Les guêpes, les mouches et les abeilles sauvages sont également impactées. Or, la pollinisation, donc on connaît très bien l'abeille Lapis mellifera qui est une des pollinisatrices qu'on connaît le mieux grâce à l'apiculture, mais toutes les espèces ont un rôle dans la pollinisation, notamment les abeilles sauvages, les guêpes et même certaines mouches. Et chacune est incluse dans un cycle alimentaire et en fait dans un rythme de vie qui trouve un équilibre. Or, aujourd'hui, donc, on est quand même dans une période où on a un déclin de la biodiversité avec une perte des fois jusqu'à 70% de l'entomofaune sur certains territoires. Et la présence du frelon asiatique vient donc aggraver et fragiliter un écotype, une entomofaune qui est déjà très fragilisée. Le fait que le frelon à pattes jaunes donc, soit le prédateur de beaucoup d'insectes, ça va avoir des répercussions sur la pollinisation. Aujourd'hui, on parle d'environ une diminution de 5% de pollinisation, ce qui représente, là aujourd'hui avec tout le territoire de la France qui est recouvert et qui est habité, colonisé par le frelon à pattes jaunes, ce serait à peu près 80 millions de répercussions en fait économiques. Alors que détruire les nids et piéger, c'est à peu près 12 millions d'euros. Donc là, c'est conséquences liées à la pollinisation, mais aussi en termes de production pour les arboriculteurs et dans les vignes. En fait, quand les frelons vont avoir cette appétence au sucre, ils vont aller sur les fruits mûrs, ils vont rendre impropres les fruits à la consommation et donc le rendement sera diminué, ce qui peut avoir un impact pour ces filières. Et donc, bien entendu, il y a un risque pour l'homme, car le fait que sa densité en fait sur sa densité sur le territoire, il y a beaucoup de risques de piqûres. Les frelons donc, ont un dard qui est bien plus, qui fait 4 mm, et donc il y a quand même un risque pour l'homme à ce niveau-là. Avant que Thierry nous parle de limiter la prédation et du piégeage en tant que tel, je veux juste intervenir, comme vous voyez, je suis pompier. Vous pouvez, alors beaucoup de personnes se posent la question, est-ce qu'on peut appeler les pompiers lorsqu'il y a un nid? Oui, bien sûr, vous pouvez appeler. En revanche, on ne viendra pas forcément détruire les nids. On ne détruit les nids que lorsqu'il y a vraiment un environnement sensible, c'est-à-dire qu'il y a un danger immédiat. Si on se trouve dans un lieu public fréquenté, un EHPAD ou proche d'une école, on intervient. C'est-à-dire qu'on mobilise une équipe de 4 personnes avec tout l'équipement qu'il faut. L'équipement que vous voyez là, c'est notamment tous les casernes sont équipées désormais de ces tenues anti-frelons avec une barrière grillagée métallique qui va contre les projections de venin aussi.
Donc là, pour le coup, on est vraiment très très bien protégé. Mais voilà, vous pouvez toujours appeler, mais comme c'est quand même aussi un métier, on n'interviendra que lorsqu'il y a un danger immédiat. Voilà, du coup, vous pouvez après poser toutes vos questions. On va les laisser à la fin. On va finir la présentation pour la troisième partie. Je vais laisser le microphone à Thierry, mais après, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Bonsoir à tous. Donc voilà, le frelon il est là et il va falloir faire avec. Et qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Donc en tant qu'apiculteur, déjà protéger nos ruches, éviter de ce qu'expliquait Tiffaine tout à l'heure, éviter qu'il y ait trop de prédation et de dommages sur les ruches directement. Et puis, comme le disait Stéphanie, si vous voyez des nids, c'est bien de les détruire. Et puis une autre solution, comme on en a parlé tout à l'heure aussi, par rapport au cycle de vie du frelon, c'est de piéger au printemps, quoi. Alors, le frelon, Damien en a parlé un petit peu tout à l'heure, il a des prédateurs potentiels, voilà, quelques oiseaux essentiellement, mais comme c'est un insecte qui est nouveau, voilà, pour l'instant, c'est pas... Même s'il y a vraiment une action de prédation de certains oiseaux, ça reste quand même anecdotique. Puis vous voyez bien que la propagation de l'espèce, voilà, les prédateurs n'ont pas suffi, quoi. Voilà. Alors les protections sur le rucher, peut-être la première, donc le frelon adulte a une certaine taille. La première peut-être des protections, c'est de réduire l'entrée des ruches. Donc il existe, il y a du matos ici, vous pourrez regarder après, différentes portes d'entrée qu'on met donc devant la ruche, avec une hauteur limitée de 5,5 mm qui empêche le frelon, normalement, enfin le frelon adulte, de passer. Déjà, donc le frelon, normalement, en théorie, a du mal à rentrer dans la ruche. L'autre arme que l'apiculteur peut avoir en pleine saison, c'est ce qu'on appelle la muselière. Donc c'est une espèce de cage qu'on rajoute devant la ruche et qui en fait n'empêche pas, enfin dans ce cas de figure, celle que je vous montre, n'empêche pas le frelon de rentrer, de passer, mais ça va gêner sa technique de chasse. C'est-à-dire que le frelon à pattes jaunes a une technique de chasse bien particulière, c'est-à-dire qu'il vole en stationnaire devant la ruche et puis il arrive à attraper des abeilles en vol ou des fois faire un piquet, attraper une ruche, pas une ruche, juste une abeille au passage et ensuite partir à 2-3 mètres et puis la décortiquer sur une branche à côté. Voilà. Donc la muselière, actuellement, avec le niveau d'infestation que moi je rencontre dans la vallée du Lot, les gorges du Tarn, etc., mes deux armes, c'est la porte d'entrée, voilà, la porte d'entrée et la muselière. Et dans les zones un peu impactées, voilà, c'est relativement efficace, quoi. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Après, oui, l'histoire des poules, c'est vraiment anecdotique. Il y avait des rumeurs qui circulaient à une époque. Le fait que le frelon reste en vol stationnaire, les poules pouvaient attraper des frelons au vol. Voilà, c'est comme les oiseaux, quoi. Ils peuvent attraper des frelons. Les poules peuvent manger des abeilles aussi. Et voilà. Bon, pour l'anecdote, un collègue apiculteur s'est fait tuer ses poules qu'il avait mis autour de ses ruches par ses abeilles. C'est moche. Voilà. Et donc voilà, un petit rucher. Donc les muselières c'est bien, mais c'est vrai que c'est pratique pour un petit rucher. Quand on a une dizaine de ruches, c'est gérable. Quand on en a 70, ça devient plus compliqué. Et ce que j'ai repéré, donc il y a 2 automnes en arrière, c'est que là j'avais trafiqué
une trappe à pollen que j'avais laissée toute la saison. Donc les trappes à pollen, pour ceux qui ne sont pas apiculteurs, c'est un dispositif qu'on met devant la ruche à une certaine période ou à certaines périodes de l'année et qui permettent aux abeilles de rentrer et de décrocher les pelotes de pollen qu'elles rentrent dans la ruche, et ça permet de récolter un peu de pollen. Donc je les avais laissés, retirer le dispositif de tri du pollen et juste mis un grillage à poules devant qui, comme sur les muselières là, gênait la technique du chasse du frelon. Alors ce grillage à poules, il a l'avantage par rapport à d'autres grillages, c'est que les abeilles, on le voit à l'extrémité gauche de la photo, les abeilles, elles passent droit en volant à travers le grillage. Ça demande quelques jours d'adaptation, mais elles arrivent à passer droit à travers le grillage. Le frelon, lui, il est obligé de se poser et il arrive à passer derrière quand même. Et j'avais repéré quand même que certains frelons rentraient et j'ai retrouvé des frelons morts à l'intérieur. Alors, j'étais pas là pour le voir, mais j'ai supposé que certaines abeilles, certaines colonies avaient procédé à ce qu'on appelle comment on appelle ça, l'emballement. C'est ça, hein, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une technique qu'ont développée les abeilles asiatiques. C'est-à-dire qu'elles se mettent à plusieurs autour d'un frelon et puis en fait elles l'étouffent, quoi. Et j'ai retrouvé dans ces muselières plusieurs frelons morts. Donc je me suis dit, bon, voilà, c'est que non seulement ça les gêne, mais aussi ça les met en faiblesse, en position de faiblesse, et voilà, ça permet aussi un peu aux abeilles de prendre le dessus. L'autre avantage aussi, c'est que ça reporte la prédation du frelon et ça crée un petit peu moins de stress au trou de vol de la ruche. Voilà. Après, voilà, d'autres systèmes de lutte, de piégeage en pleine saison. Bon, les filets, voilà, c'est un autre système aussi qui est un peu onéreux, c'est la harpe électrique. Donc voilà, donc on a une espèce de harpe avec des fils tendus et avec une certaine largeur. Le frelon passe au travers, il touche les fils, il prend une châtaigne et il vient se noyer en général dans un bac d'eau qui est posé dessous, quoi. Voilà. J'ai jamais testé. A priori, c'est une technique dans certains coins qui marche. Voilà. Mais ça a un coût, quoi. Après, donc, quand on est fortement impacté en pleine saison, donc, il y a des systèmes de pièges avec des nasses, des pièges à nasses. Vous l'avez ici, vous pourrez le regarder. Donc, c'est assez sélectif, c'est-à-dire que vous mettez un appât. Vous avez le système de nasse ici, donc avec un filet dessous, et puis un bac dessous, complètement isolé du système de nasse, où vous mettez votre appât. Et donc, en fonction de la saison et de ce que vous voulez piéger, pour rejoindre ce que disait Tiffaine tout à l'heure, vous mettez soit un appât protéiné, soit un appât sucré, et voilà. Et donc là, les autres insectes qui ne sont pas ciblés peuvent ressortir à travers les trous des nasses, mais les frelons ne retrouvent pas la sortie. Et ils restent dans le piège, quoi. Et ces pièges, j'ai pris essentiellement des frelons asiatiques et très peu de frelons européens, quoi. Voilà. Donc après, l'autre solution, quand on a piégé aussi, quand on voit des nids, on peut les détruire. Donc avec un système, donc comme le disait tout à l'heure Damien, donc une perche avec une aiguille au bout, une aiguille creuse, et on monte jusqu'au nid, on enfonce l'aiguille dans le nid et on injecte un gaz. Là, c'est du soufre, du SO2, 3, 2. Voilà. Et donc l'avantage de ce gaz, c'est que c'est un biocide très puissant, mais il n'y a pas d'impact quelques heures après, il n'y a plus de traces dans le nid, quoi. Donc le nid, ça tue quasiment la totalité des frelons. Et donc là, nous on intervient, en général, on intervient la nuit. C'est-à-dire que le frelon est une espèce diurne, et quand arrive la nuit, tout le monde est dans la colonie, tout le monde est dans le nid. Donc on arrive la nuit,
on enfonce l'aiguille, on injecte le gaz et c'est assez radical, quoi. Voilà. Donc il y a le GDSA a mis, donc, comme disait Damien tout à l'heure, 6 perches dispersées un peu sur le département, et plusieurs personnes ont été formées à l'utilisation de ces perches et de ce produit. Alors, on n'est pas des insectiseurs et on intervient pour les apiculteurs du GDSA qui sont gênés par un nid. On ne peut pas se permettre d'intervenir voilà, aux 4 coins de la Lozère, quoi. Donc si vous n'êtes pas apiculteur et qu'un nid s'installe dans votre haie ou dans votre habit de jardin, ben la meilleure solution c'est de faire appel à un désinsectiseur. Voilà, donc là la diapo du bas, ben, donc c'est un gaz qui est nocif, donc voilà, il y a certaines précautions à prendre pour l'utiliser, quoi. Ben, comme le disait Steph tout à l'heure, destruction d'un nid qui peut des fois être voilà, là c'est un peu spécifique, il faut grimper aux arbres, etc. Donc si on intervient, un désinsectiseur va intervenir de jour, donc avec une protection, comme vous le disiez Stéphanie, vraiment adaptée, et puis donc en accord avec la législation. Voilà. Si on détruit un nid, c'est bien aussi. Ben, c'est pour ça qu'il faut faire appel à un désinsectiseur professionnel. C'est que il faut protéger aussi les populations. Si vous détruisez un nid en plein milieu d'un village, en pleine journée, ça va faire du grabuge, quoi. Voilà. Et si on utilise des insecticides, des produits chimiques comme permétrine, voilà, des trucs comme ça, il faut détruire le nid et évacuer le nid avec des filières adaptées, quoi. Parce que forcément, une fois qu'il n'y a plus d'activité dans le nid, il va y avoir de la prédation. Les oiseaux vont venir grignoter les larves, les insectes restants, ou même des petits rongeurs vont venir manger ce qui reste du nid, et avec un produit chimique, ils vont s'empoisonner, quoi, après. Voilà. Il y a d'autres techniques de destruction des nids. Donc voilà les différents produits chimiques ou terre de diatomée, mais ça j'ai pas trop vu. Le SO2 c'est ce qu'on utilise nous, et la vapeur d'eau aussi. Mais après voilà, c'est des moyens qui sont quand même plus contraignants, quoi, en logistique, quoi. Voilà, d'autres systèmes. Voilà, c'est pour voilà. C'est vrai que dans notre région quand même, il y a en général les nids se mettent très haut dans les arbres. Et le système des perches, ça va bien, jusqu'à une quinzaine de mètres, quoi. Au-dessus, ça devient très compliqué, voire impossible. Et donc, il y a possibilité, certains nids se font sur le département au fusil, quoi. Bon, ça affaiblit la colonie, ça dépend à quelle période c'est fait. Voilà, il y a des protocoles, enfin, il y en a qui utilisent un protocole bien spécifique par rapport à ça. Je ne saurais pas trop vous en parler parce que j'y connais vraiment rien du tout. Voilà. Et après, bon, des insectiseurs professionnels qui utilisent un nacelle, etc., c'est beaucoup plus facile. Si vous avez du temps, la technique de l'aspirateur, c'est-à-dire que vous mettez le tuyau d'aspirateur à la sortie du nid, voilà, ça peut durer des heures. C'est pour l'anecdote. Et puis, ce qui était utilisé aussi, ce qui était médiatisé, le système de paintball. Donc, c'est le système de tir avec des balles remplies d'insecticides, et on tirait les balles dans le nid. Donc, c'est pratique, mais c'est fortement décommandé parce que il y a toujours des branches qui viennent obstruer le passage de la balle, il y a le vent, etc. Et c'est un produit toxique, vraiment toxique, et puis qui est rémanent dans le temps, qu'on utilise, c'est la permétrine. Et donc, en fait, on atteint le nid, mais aussi on vaporise du produit chimique partout autour. Voilà. Donc, c'est un peu à oublier, quoi. Voilà, donc quelques chiffres sur des destructions ou signalement de nids dans le Finistère et dans la Manche.
Et vous voyez que c'est en constante augmentation, quoi. Et ce que disait Damien tout à l'heure, le coût, donc quand vous voyez en 2022, on est presque à 10 000 nids. Et voilà, le coût moyen d'une destruction, c'est des chiffres qui sont vraiment astronomiques, quoi. Voilà, donc ça reprend un petit peu le cycle, ce que montrait Tiffaine tout à l'heure, le cycle de reproduction du frelon, et donc les différentes phases aussi où on peut piéger. Donc au printemps, donc comme le disait Tiffaine tout à l'heure, au début du cycle de reproduction de la reine, elle est toute seule, elle crée sa colonie, donc elle est hyper vulnérable. Si on supprime la reine, on supprime la future colonie. Et puis ensuite, après, pour les apiculteurs et aussi même les gens qui ont une treille, etc., c'est une forte invasion. Septembre-octobre est aussi une bonne période de réduire, d'affaiblir en tout cas les colonies, quoi. Voilà pour ça. Alors, la technique qui semble la plus efficace, donc, c'est d'utiliser le cycle de vie du frelon et de cibler la période du printemps où en fait on détruit un frelon et on détruit une colonie après, quoi. Donc ça sert à rien de piéger trop tôt. Il faut attendre que les températures se réchauffent. Donc là on vient de passer une température de froid et là ils annoncent du chaud. Donc comme disait Damien tout à l'heure, c'est demain qu'il faut commencer, quoi. Parce que là il va y faire autour de 12-15 degrés voire plus. Et les arbres fruitiers, les prunus sont en fleurs, quelques magnolia sont en fleurs aussi. Donc là, il y a de fortes chances que les premières reines sortent de leur hibernation. Alors, où piéger aussi, le mieux, c'est de piéger sur les ruchers. Moi, je ne le conseillerais pas forcément si vous n'avez jamais vu de frelons sur votre rucher, c'est peut-être pas la peine de piéger. Mais par contre, autour des abris de jardin, des composts, parce que partout où il peut y avoir, sous des arbres fruitiers, des arbres en fleurs, là, il va y avoir des sources de nourriture. Donc, les reines vont, les jeunes fondatrices vont être affamées par l'hiver. Elles vont avoir besoin de beaucoup d'énergie, donc de sucre. Donc elles vont être à la recherche de fleurs pour trouver du sucre. Voilà. Et donc, comme le disait Tiffaine aussi, vont se mettre aussi à l'abri, donc inspecter les garages, les abris de jardin, etc., quoi. Ça, c'est un type de piège. On peut construire des pièges avec 2 bouteilles. C'est déconseillé, enfin, en respectant, on peut le faire avec 2 bouteilles, on peut construire un piège type NAS pour piéger les reines, en respectant certaines conditions. Donc, un entonnoir ça vous explique aussi un peu le fonctionnement des pièges, hein. Un entonnoir pour guider un peu les reines, un bouchon avec des trous de 9 mm qui vont laisser passer les frelons asiatiques et qui vont sélectionner une partie des frelons européens, et dessous pour les attirer, donc un liquide sucré. On verra voilà, la composition qu'on utilise en général, c'est un tiers de bière, de vin et un sirop sucré, fruits rouges, etc. Donc l'appât, mais par contre, c'est important, c'est que l'appât isole les insectes de la chambre de capture. C'est-à-dire que les insectes vont rentrer par l'entonnoir, ils vont se retrouver dans la chambre de capture, et c'est important qu'ils ne se noient pas dans le liquide. Donc on peut mettre une mousse, des flotteurs, voilà, et des trous d'évacuation des insectes non ciblés. Alors en période de printemps, les trous ils peuvent aller jusqu'à 6 mm pour que ça puisse passer. Certaines reines fondatrices de guêpes ont du mal à passer avec des trous de 5 mm, quoi.
Et donc voilà, un appât très sucré qui va attirer les rennes qui ont besoin d'énergie, quoi. Voilà, différents types de pièges qu'on trouve dans le commerce, voilà, ou des pièges qui ont été fabriqués en haut. Donc le principe est toujours le même, hein, c'est un entonnoir de guidage, un appât à l'intérieur et puis une chambre de capture et des trous pour pouvoir libérer ou permettre l'évacuation des insectes non ciblés. Ce type de piège cloche qu'on trouve dans toutes les jardineries, là, il est efficace, mais il faut prévoir, il faut le bricoler et vraiment prévoir des trous autour, quoi. En période de piégeage de printemps, moi je ne le recommande pas parce que il faut. Bon, je ne le recommande pas. Voilà, d'autres types de pièges. Il y a celui-ci aussi là que vous pourrez regarder. Un type de piège aussi. Donc vous allez l'entonnoir. Ça va pas être facile, il me manque une main. Vous avez l'entonnoir en haut, une chambre de capture, et puis donc l'appât qui est au milieu. Et les insectes n'ont pas accès. Ils sont attirés par l'odeur de l'appât, mais il y a des grilles qui empêchent l'accès et de se noyer à l'intérieur. Et donc après, les frelons, une fois à l'intérieur, vont être attirés par la lumière et vont se retrouver dans ces espèces de cages sur le côté, quoi. Voilà. Donc ils vont être vraiment écartés de l'appât. Et avec les petits trous, les autres insectes non ciblés peuvent sortir. Voilà. Vas-y, ouais. Voilà, donc une campagne de piégeage qui a été faite donc, dans le Finistère avec Vespa Catch. C'était ce type de piège là qu'on peut vous mettre à disposition. Et voilà, donc là, ça semble assez fonctionner. En gros, il y a 110 grammes, pour 700 grammes de frelons asiatiques, il y a 110 grammes d'insectes qui étaient non ciblés, qui ont été pris dans ces pièges et qui ont péri dans ces pièges, quoi. Donc ouais, ça fait plus de 1000 frelons capturés. Et quand on voit ce que représente la consommation d'un nid de frelons, c'est quand même assez minime en termes d'impact sur l'environnement, quoi. Donc voilà, donc ce que disait Damien un peu tout à l'heure, c'est l'objectif, c'est d'avoir un piégeage un peu coordonné et puis donc de limiter le nombre de pièges qui s'installent, parce que bon après dans nos régions, après une fois que les nids sont installés, c'est très difficile de les repérer de par les feuilles qui les cachent. Et puis on a voilà, notre relief qui est très escarpé. Et voilà, on va voir un nid en bord de chemin, en bord de route, mais il y en a 10 ou 20 qu'on ne pourra pas voir, qui ne sont pas accessibles et qu'on va passer à côté. Donc, réguler le nombre de créations de nids. Et voilà. Donc après, ce qu'on propose de faire, donc, c'est la mise à disposition de ce type de piège, comme disait Damien tout à l'heure, et d'essayer de respecter le protocole qui est mis en place par le fabricant, et puis qui est un retour. On vous demande, si vous décidez de jouer ce jeu, de nous faire un retour et qu'on puisse avoir après des chiffres, comme un peu ce qui s'est fait dans le Finistère. Et après, au niveau du GDSA, nous, ça donnera aussi, pour aller voir le préfet, etc., ça nous donnera quelques chiffres pour dire, voilà, il se passe ça sur le département. Et voilà. Donc, si vous jouez le jeu, ça nous aidera, nous aussi, à nous organiser, et puis ça nous donnera un petit peu plus de poids aussi, quoi, pour faire des demandes précises. Voilà, la décomposition du piège, donc avec la trappe d'entrée. Il y a possibilité en fonction de ce qu'on veut piéger, il y a 5, je crois, ou 4 ou 5 diamètres différents. Et voilà, donc le diamètre 9 mm est recommandé pour le frelon, pour les gînes de frelons
à pattes jaunes. Il y a la chambre, l'appât qui est au milieu. Les insectes n'y ont pas accès parce qu'il y a une grille qui le sépare. Et donc ensuite, les insectes vont être attirés par la lumière au fond et vont se retrouver piégés dans le petit réceptacle jaune là. Et il y a encore des ouvertures qui permettent aux insectes non ciblés de s'évacuer. Voilà. Et là, il n'y a pas de noyade. C'est-à-dire que voilà, les frelons sont vivants. Donc après, quand on relève les pièges, il faut être aussi méfiant. Parce qu'il y a des frelons qui peuvent mourir d'épuisement à l'intérieur, mais il peut y avoir aussi des frelons vivants. Donc voilà, la solution, c'est peut-être de les tremper dans l'eau, ceux qui restent, qui sont vivants, de les tremper dans l'eau, et puis ou les passer au congélateur, avec au moins 48 heures au congélateur. Au dire de certains apiculteurs, 48 heures au congélateur, ça suffirait même pas. Il y en a qui arrivent à refaire surface. Donc c'est vraiment des bestioles très coriaces. Alors, si vous voulez, ça c'est un peu la grille de suivi de vos pièges. Donc avec une visite, donc il y a le protocole qui est installé, qui est marqué sur les paquets, qui vous est indiqué, et vous avez une fiche de suivi. Donc à chaque fois, l'emplacement où vous êtes, la commune, au moins la commune, pour qu'on puisse avoir à peu près une répartition un peu des pièges et de ce qui a été piégé. La date du début de la mise en place des pièges, et puis tous les 7 jours à peu près, donc un relevé des pièges. Donc voilà, avec en gros les différentes espèces que vous pouvez piéger à l'intérieur, et puis éventuellement des remarques. Et donc en bas vous avez donc au niveau du rucher école, on se charge de collecter ces informations qu'on fera remonter ensuite au GDSA. Voilà. Oui, voilà. Et bien voilà. Donc après, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vous a exposé. Donc je vais... Merci Thierry. Donc je remercie Thierry et puis les autres acteurs du GDSA, parce que Thierry passe quand même beaucoup de temps à l'automne à courir la nuit pour détruire des nids, en rappel dans les gorges du Tarn, enfin prendre des risques en fait, se faire piquer aussi occasionnellement. Voilà, donc c'est vrai que l'implication des bénévoles est quand même extrêmement importante. Donc on ne peut que inciter les apiculteurs à adhérer au GDSA ou au syndicat d'apiculture. Alors je remercie Tiffaine aussi pour son intervention, qui est nouvellement élu au conseil d'administration du syndicat d'apiculture, donc qui s'implique aussi dans le territoire. Je remercie la mairie de Chanac, que j'ai oublié de citer tout à l'heure, parce que c'est eux qui nous prêtent la salle, donc dans cette super salle. Et je vais peut-être passer le micro rapidement à Philippe Clément, président du GDSA, pour qu'il nous dise un mot par rapport à cette campagne de piégeage qu'on veut le plus large possible et la plus efficace. On vous réexpliquera ça après pour les volontaires à la table. Merci Damien. Bonjour à tous. Je crois qu'on peut déjà remercier les 3 intervenants, parce qu'on peut les applaudir. Alors, moi, par rapport aux 3 interventions, déjà, je voudrais peut-être rajouter 2 ou 3 petits détails, si on peut dire. Par rapport à la protection des ruchers, je pense que on vous a présenté quelques moyens de lutte, mais il faut bien considérer que le stress quand même sur les colonies est très très important. Et même si on n'a pas de mortalité directe en protégeant les ruches avec des moyens de réduction d'entrée ou de protection avec les muselières, on a quand même ce stress qui est énorme, et au final on se retrouve souvent au printemps avec des colonies mortes. Donc moi, maintenant la décision que j'ai prise, c'est de ne plus laisser de ruches sur des secteurs trop infestés. J'avais par exemple un rucher sur Hispagnac qui chaque année se faisait démonter à l'automne. Donc voilà, maintenant je laisse les ruches sur le COS, j'attends Noël pour les redescendre. Et c'est aussi un moyen de lutte. On a la chance en Lozère d'avoir des secteurs qui ne sont pas trop infestés, comme les Cosses par exemple, ou la Margeride pour l'instant. Donc c'est des secteurs où il n'y a pas d'eau, en fait, où les frelons ont du mal à coloniser. Donc
Voilà, ça c'est un moyen supplémentaire aussi de lutte, je pense qu'il faut quand même le préciser. Après, par rapport au piégeage des fondatrices, donc le GDSA maintenant a fait depuis plusieurs années le choix de cette lutte, parce qu'en fait c'est une lutte qui est assez facile. N'importe qui peut poser un piège, bien sûr il faut l'entretenir, hein, donc il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. Aujourd'hui on a la chance d'avoir sur le marché des pièges qui sont de plus en plus sélectifs, donc c'est vrai qu'on avait commencé les opérations de piégeage avec des pièges cloches qui piégeaient tout, un peu de tout et un peu de n'importe quoi. Donc aujourd'hui c'est plus le cas. Donc là on vous propose aujourd'hui des pièges qui sont un peu plus sélectifs. Alors par rapport à ce qui vous a été montré sur une campagne de piégeage, ça n'avait pas été fait avec ces pièges, c'est les anciens qui avaient été utilisés, donc c'est pour ça aussi qu'on retrouve beaucoup plus d'insectes. Je pense que ceux-là seront encore plus sélectifs, donc ça c'est un premier point. Après sur les périodes de piégeage, alors moi je conseille de ne pas attaquer trop tôt. Donc chaque année au niveau du GDSA on lance des alertes, et par hasard, il y a 10 minutes, je reçois donc la première fondatrice qui a été piégée au collet de Dèze. Donc c'est tout nouveau. Et en fait, c'est un peu un indicateur pour nous par rapport au département. Donc on avait fait une étude avec le Parc national des Cévennes il y a 4-5 ans sur la répartition des piégeages. Et on s'est aperçu qu'en fait, donc, les premières fondatrices étaient piégées sur le secteur du collet de Dèze, Saint-Étienne-Vallée française, qui sont les zones les plus chaudes du département, souvent début avril, et qu'on avait ensuite un décalage de 15 jours, 3 semaines avec le reste des autres vallées du département, la vallée du Tarn et la vallée du Lot. Donc voilà, moi je conseillerais un début de piégeage peut-être en milieu ou fin de semaine prochaine, pas avant. Parce que si on piège trop tôt, en fait, parfois on ne piège rien, donc on se dit on est tranquille, on n'a pas de fondatrice chez nous, on arrête le piégeage. Et en fait, c'est que tout simplement, elles ne sont pas sorties encore. Donc voilà, il vaut mieux peut-être attendre même le 15 avril pour piéger, mais après, par contre, faire un suivi régulier des pièges en suivant le protocole qu'on vous distribue, hein, donc pour entretenir notamment les appâts qui sont vraiment le moyen qui permet justement d'attirer les frelons. Voilà quelques remarques. Après, si vous avez des questions par rapport notamment à la destruction des nids, donc je pense que ça a été quand même très bien précisé. Donc on a 6 perches sur le département qui sont réparties plutôt sur le sud, hein, puisque sur le nord on n'a pas trop encore d'attaque. On en a 2 sur la vallée du Lot, donc un sur Banassac-la-Canourgue et un sur Mende, donc avec des bénévoles qui interviennent donc à la demande des apiculteurs. Bien sûr, il faut être adhérent du GDSA pour pouvoir bénéficier de ce service. C'est aussi pour des problèmes d'assurance, hein, puisque c'est quand même à risque, c'est pas anodin de détruire un nid, donc on assure les perches, on assure aussi donc les personnes qui les utilisent. Après, j'ai aussi certaines communes qui ont voulu adhérer au GDSA pour pouvoir utiliser ces perches. Ils ont formé des employés communaux, hein, donc on a la chance donc au GDSA d'avoir un formateur donc, qui permet de savoir comment ça marche. Et donc ces communes-là, donc, en adhérant au GDSA, peuvent bénéficier aussi de l'usage de ces perches. Voilà. Et juste donc pour compléter ce que dit Philippe, donc c'est là où les élus et les collectivités ont aussi leur rôle à jouer, parce que par rapport à cette nouvelle loi là qui vient d'être actée, donc ce sont les préfets qui vont a priori mettre en place la lutte départementale, qui vont déléguer auprès des OVS, des organismes à vocation sanitaire type GDSA, mais par contre il faut qu'il y ait des informations qui remontent. Donc c'est là où les mairies, la première échelle, peut être intéressante, parce que il va y avoir un classement des départements en fonction de l'infestation. Alors ça veut dire quoi? Parce que si nous, on constate qu'il y a quand même une prédation importante, mais si personne ne déclare les nids, donc on peut inciter les mairies, par le biais du bulletin municipal ou d'information, d'inviter la population, dès qu'un nid est trouvé,
alors, même sans parler de le détruire, de le signaler au moins, quoi. Au moins, il y a des chiffres. Parce qu'il y a des départements, moi je viens du Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme, il y a des gros soucis plus récemment qu'ici, mais il n'y a quasiment aucun inventaire au niveau des nids. Donc, s'il n'y a pas de nid signalé, les préfets, tout ça, ne se bougent pas. Donc, faites remonter ces informations, ça nous aidera pour lutter collectivement contre le frelon. Juste peut-être pour terminer, donc, les gens qui souhaitent s'inscrire, donc c'est bien un engagement, on vous fera signer un petit contrat moral qui n'a pas valeur juridique, hein, je vous rassure tout de suite, hein, mais quand vous commencez votre piégeage, vous marquez bien la date et ensuite, toutes les semaines, vous allez vérifier votre piège. Les appâts vous seront fournis, voilà. Et sinon, ceux qui veulent plutôt le faire, mais sans avoir la rigueur, je dirais, de cette régularité, on a aussi des petits pièges qui se mettent sur les bocaux, mais c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il faut passer régulièrement, il ne faut pas que ces pièges servent de pluviomètre, hein. Donc, passer régulièrement, renouveler les appâts, et puis voilà. Donc, tu voulais que je dise quoi ? Ah oui, donc on remercie KWZ, mais on ne vous a pas laissé la parole par contre. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, est-ce que le frelon asiatique pique ? Oui, il peut piquer. Hein. Alors, globalement, les frelons sont plutôt des insectes qui ne s'occupent pas de vous quand ils sont à l'extérieur du nid, quand ils sont en train de butiner. Bon, on peut toujours accidentellement ramasser une pomme dans laquelle il y a un frelon, là on peut se faire piquer. Mais le principal danger, c'est la proximité du nid. Si vous vous baladez et vous allez déranger un nid, alors parfois on ne le sait pas, hein, mais quand vous débroussaillez une haie, vous avez un nid de frelon à l'intérieur et que vous tapez avec votre taille-haie dans le nid, j'aime autant vous dire que là, ça peut être un vrai problème en fait. Hein. Et c'est l'essentiel des accidents ont lieu dans ce cadre-là. C'est arrivé à Massiac l'année dernière, un paysan qui girobroyait avec son tracteur des broussailles, des ronces, et il a tapé dans un nid. En plus, il ne les a pas entendus. Hein. Il s'est fait piquer 40 fois. Bon, il a été évacué à l'hôpital, il n'y a pas eu de suite, mais bon, ça peut être très problématique. Donc aujourd'hui, quand vous taillez une haie, vérifiez avant qu'il n'y ait pas de frelons qui circulent. Ou quand vous avez des abris de jardin ou des résidences secondaires qui sont fermées et qui s'ouvrent qu'en été, il faut être prudent avec les locaux, les cabanes et tout ça. Donc il peut piquer, il a un dard qui fait 6 mm, hein, un peu plus, enfin 6 mm, pardon, et la combinaison d'apiculture ne protège pas des piqûres. Hein, donc c'est vraiment les combinaisons comme ça qui sont efficaces. Alors, ce n'est pas forcément plus dangereux qu'une abeille ou qu'une guêpe, tout va dépendre de l'individu. Si vous avez un terrain allergique, ça peut être problématique, mais ça peut être problématique avec une abeille également. Par contre, ça peut être surtout les attaques massives qui peuvent être délétères et créer des... Il y a quelques cas de mortalité en France dus aux hyménoptères. Ça peut être le frelon, les guêpes, les abeilles. Hein. Voilà. Mais il pique, oui, il peut piquer. Ce sont les femelles qui piquent seulement. Alors, jusqu'à quelle altitude, Philippe ? Il n'y a pas trop de règles sur les altitudes puisqu'on en a retrouvé presque au sommet du Monte Gual à 1400 mètres. Alors, c'est plus les températures qui semblent limiter sa progression puisque jusqu'à maintenant on a quand même peu de nids sur la Margeride. Sur l'Aubrac c'est pareil. À part 2 nids qui ont été localisés sur Langogne et Grand-Rieu, on n'a pas eu d'autres retours à ce niveau-là. Voilà, donc c'est quand même une bestiole qui aime bien la chaleur, hein, et l'eau, hein, donc l'humidité et la chaleur. Donc les secteurs les plus infestés du département, voilà, c'est la vallée du Tarn, la basse vallée du Lot, et puis les Cévennes, hein, qui sont vraiment très impactés par le frelon asiatique. Alors, un élément nouveau qui m'a été communiqué il y a très peu de temps, c'est que sur Millau, il a été retrouvé 2 nids dans le sol. Donc, ça a été confirmé au niveau régional, puisqu'il y a d'autres départements qui ont signalé cette nouveauté. Donc là, si on a maintenant des nids dans le sol, ça peut poser problème aussi pour la sécurité des personnes. Parce qu'imaginez, vous passez la tondeuse, vous passez sur un nid, vous voyez vite à quoi ça peut finir, quoi, hein, voilà. Donc le frelon a l'air de s'adapter à plein de nouveaux sites, hein, puisqu'on le retrouve maintenant dans des ruches, on le retrouve un peu partout. Voilà, et donc là, c'est la nouveauté 2024. Donc on est vigilant. Pour l'instant, Lozère, aucun nid dans le sol m'a été signalé, mais je pense que ça ne va pas tarder. Après aussi, sur la taille des frelons, donc l'automne dernier, on a eu énormément de petits frelons donc, qui arrivaient aussi à rentrer dans les ruches. Donc
les trappes de limitation en fait étaient trop hautes, donc ils arrivaient à se faufiler. Et on a eu beaucoup aussi de dégâts avec ces problèmes de taille. Donc voilà. Donc est-ce que c'est un problème d'alimentation? Est-ce que c'est un problème d'adaptation du frelon aussi à la protection des ruches? Je ne sais pas trop. Voilà. En fait, c'est un facteur qui m'a été communiqué par aussi d'autres départements. Donc il est possible que le frelon aussi s'adapte à notre lutte. Voilà. J'ai pas entendu le début de la question. Alors sur le piégeage de printemps, il faut en fait les dates de sortie des fondatrices, donc frelons asiatiques et frelons européennes, sont décalées. Donc en tout début de période, vous aurez uniquement des frelons asiatiques. Donc on peut dire que du 15 avril au 15 mai, vous aurez une grande majorité de reines frelons asiatiques. Si vous passez à partir du 15 mai, on va se retrouver du 15 mai fin mai avec autant de reines des deux. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même essayer de cibler le début de saison et si possible l'arrêter quand vous constatez que dans vos pièges, vous avez plus de frelons européens que de frelons asiatiques. Voilà. Mais c'est difficile de vous donner des dates parce que c'est tellement lié à la météo que ça peut varier de 15 jours à un mois en fonction de l'année. Donc l'année dernière, par exemple, on a eu un début de piégeage très tôt. Donc fin février, début mars, on a eu quelques fondatrices qui ont été piégées. Et puis tout s'est arrêté pendant un mois. Il a fait un temps exécrable. Donc en fait, les abeilles ne sortaient plus et les frelons non plus. Donc plus de piégeage. Et puis en fait, le piégeage a été décalé. Et on s'est retrouvé avec une saison de piégeage qui a duré jusqu'à presque mi-juin. Voilà. Donc il faut, le frelon s'adapte, mais il faut aussi s'adapter en fonction de la météo. Et c'est vrai que quand il fait en dessous de 15 degrés, généralement, vous ne prenez pas de frelons dans les pièges. Après, il y a des pièges sélectifs qui évitent l'entrée des reines européennes et qui laissent passer les frelons asiatiques. Donc le diamètre idéal, c'est 8,4 mm. Avec 8,4 mm, donc les cônes jaunes comme vous avez ici, vous attrapez 100% des reines asiatiques et vous attrapez entre 10 et 30%, moins de 10%, pardon, excusez-moi, moins de 10% de reines européennes. Si on a 9 mm, effectivement, on peut attraper jusqu'à 30% d'Européens. Voilà, donc a priori, le centre de recherche agronomique de Wallonie en Belgique a travaillé là-dessus de manière assez précise. Donc il conseille 8,4 mm dans le trou d'entrée et 5,5 mm le trou pour les espèces non cibles qui sont attrapées, mouches, abeilles et compagnie. Donc en fait, alors on a deux types de pièges. On a des pièges donc suspendus puis des pièges qu'on appelle les pièges NAS. Donc ceux-là en fait sont très sélectifs. Mais on a quand même constaté que plus on est sélectif, moins on piège. Donc je peux pas, ça, il ne faut pas quand même le cacher. Donc il faut plutôt réserver donc, ces types, en fait c'est des grosses cages avec ces pièges sélectifs pour des piégeages d'automne quand on constate énormément de dégâts sur les ruches. Donc là vous allez prendre des dizaines, voire des centaines de frelons par jour. Et comme à cette période, il n'y a quasiment que des frelons, de toute façon, vous n'aurez que des frelons dans les pièges. Après, les autres pièges sont plutôt conseillés au printemps. Et c'est vrai qu'ils sont peut-être un peu moins sélectifs, mais on arrive quand même à piéger beaucoup de reines. Et vous avez vu, en fait, la consommation d'insectes par les frelons. Donc, même si on piège quelques insectes au printemps, je pense que quand même, le bilan, au final, il est positif, quoi. Y a-t-il d'autres questions? Bien, écoutez, en tout cas, merci à vous d'être venus ce soir. On vous remercie, on vous offre un coup à boire pour ceux qui le souhaitent et on peut continuer la discussion autour d'un verre. Et j'oublie de dire des choses? Non. Bon. Merci à vous.